week-end, c'était l'un des plus gros de l'année, voire même le plus gros de l'année pour les fans de sport mécanique, avec 2/3 de la triple couronne qui se sont déroulés. Et à la gueule des 2/3, on compte sur Le Mans pour redorer le blason de l'année. Hein. Toyota. Bon, dans l'Indiana, l'Indy s'est couru sur fond de scandale. Personnellement, je suis pas trop dans la boucle IndyCar, donc je laisserai à d'autres le soin de commenter tout ça. Imagine se faire un cas de conscience pour commenter un truc alors que des touristes le font sans aucune vergogne. Mais à Monaco aussi, on a eu droit à notre lot de petites controverses. Il y a notamment cette histoire de 2 arrêts mandatoires qui étaient sur les lèvres de tout le monde. Tant parce que c'était de base pas clair, et aussi parce que, une fois qu'on a compris ce que c'était, on s'est dit que c'était juste un énième artifice à la con pour pimenter une course qui, les problèmes datent pas d'hier, quoi. Comment parler tranquillement, posément? Je suis Clippy Clip et sans plus de salamelec, bienvenue dans Garage Talks, qui n'est pas Weekend Review. C'est pas parce qu'on en a fait 2 bout à bout sur 2 grands prix que voilà, ça va devenir une fixture régulière. Non. 2 arrêts minimum, donc 3 trains de pneus sur une course. Une règle qui devait être maintenue même en cas de pluie. Une règle mise en place de manière complètement expérimentale pour pimenter un peu la course à Monaco avec des opportunités stratégiques. Et du coup, éviter un bis repetita de l'an dernier avec une procession de 2 heures parce qu'on a eu droit à quoi que ce soit en début de course qui fait que l'arrêt au stand mandatoire est bazardé. Ça, c'est dans l'idée parce que dans les faits, bien évidemment, les équipes ont trouvé moyen d'exploiter, que dis-je, manipuler la course. Alors, c'est pas mes mots, c'est ceux de Carlos Sainz qui, pour le coup, il sait de quoi il parle parce qu'il était au cœur du truc, genre bien comme il faut. Basiquement, sur toute une portion de la course, Sainz a roulé largement en dessous de ses capacités et celles de la voiture, profitant des difficultés qu'offre Monaco en termes de dépassement, forçant les voitures derrière lui à ralentir. Ce qui, en définitive, est très pratique quand on a son équipier juste devant et qu'on le laisse filer pour avoir un pit stop quasiment gratuit. Albon a ensuite renvoyé l'ascenseur à Carlos, résultat, de Williams dans les points. Encore. Qu'est-ce que le Revival Williams, je vis pour ça. Pardon, en plus de double point pour Williams, aussi pena pour Mercedes, mais on en parle dans un instant ça. Ils étaient pas tout seuls chez Williams, on l'a aussi fait chez Racing Bulls, et résultat, double point. Bref, c'était la méta à exploiter si vous cherchiez à score un résultat. Et en soi, on va pas commencer à en vouloir aux équipes d'avoir exploité la méta justement, blâmer le jeu, pas le joueur. Alors tout ça, évidemment, c'est pas très sport, dans le fond, et ça, on a fait chier plus d'un, notamment Oussama Bin Russell, qui lui a décidé qu'il allait juste thermobomber la chicane pour passer Albon, quitte à prendre une pénalité. Les pénalités, généralement, pour left the track and gain an advantage, ou quitter le circuit et gagner un avantage, comme là, une position, c'est généralement 10 secondes. Sauf que là, le directeur de course a décidé de mettre un drive-through, ce qui revient plus à pénaliser le gars d'une trentaine de secondes, dépendant des pit lanes, bien sûr. Et pour le coup, je suis complètement d'accord avec la péna, parce que tu veux pas créer un précédent que les pilotes vont ensuite exploiter. C'est très bien d'avoir décidé d'overstep la règle noir sur blanc, on va dire. Bien que je sais pas si dans le règlement, pour le coup, le left the track and gaining an advantage est pénalisé différemment si effectivement il n'y a pas d'intention de passer le virage du tout. Mais il faut que je sorte les vidéos à temps, je vais pas me farcir tout le PDF à chaque fois, quoi. Surtout qu'après il y a les notes du directeur de course que personne lit. Aussi, ensuite on a les sporting guidelines auxquels on n'a pas accès nous, donc voilà, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été remarqué par la team de commentateurs sur F1 TV Live. Je fais partie des rares qui ont encore accès à leur compte F1 TV Pro en France. Et une grosse partie de la team de commentaires, enfin 2 sur les 3 en tout cas, qui pensent que c'était mérité. Je parle de la peine à Russell, bien sûr. Prétextant que ce que font les pilotes Williams à ce moment-là, c'est frustrant, mais que c'est une exploitation stratégique grise éventuellement, et qu'au contraire, court-circuiter la chicane comme ça, de manière volontaire, quitte à prendre une pénalité, ça mérite une pénalité majorée parce que ça témoigne d'une certaine malhonnêteté n'est pas le bon mot, mais une intention de pas respecter le règlement, quoi. Ça, c'est le contexte de la discussion. Et pour le coup, si je suis d'accord avec le fait qu'il faille avoir une péna majorée, je me branle complètement de ce que prévoit le règlement parce que c'est pas une discussion qu'on devrait avoir, ça. Parce que pour moi, rouler aussi lentement pour octroyer un avantage qui reste, dans le fond, relativement malhonnête à son équipier, ça mérite amplement une péna. On a déjà, dépendant des week-ends, des instructions spéciales des directeurs de course sur des temps minimum en qualification. Genre, vous pouvez pas garer la bagnole en double fil et aller chercher une baguette. Pour éviter l'effet parking dans le dernier ou avant-dernier virage qu'on a vu un peu trop souvent, hyper dangereux. Et si je conviens qu'un temps minimum en course, c'est absolument pas raisonnable pour plein de raisons, autant s'octroyer l'autorité de pénaliser une équipe ou un pilote qui ralentit tout le field à des fins tactiques, ça devrait être envisagé. Parce que au final, une décision qui a été prise pour dynamiser la course avec un arrêt supplémentaire au stand a backfire dramatiquement. Et à mon humble avis, c'est parce qu'on a fait ça sur le pire circuit possible.
Ah, certains y ont cru, hein. Les Échos, tout le week-end, justement, m'ont même laissé moi à penser que ça allait être le sbeul, qu'on allait avoir plein de permutations tactiques, peut-être même des équipes qui allaient tenter de genre ne pas s'arrêter jusqu'à la fin espérant un red flag ou une grosse safety car, et ça a été le cas, hein, pour le coup. Même si on se laissait à penser que ça allait être le sbeul parce qu'on n'avait pas vraiment de data de Formule 1 moderne qui font 2 stops à Monaco, et ben en vrai ça a marché de ce point de vue-là, parce que même si ça n'a pas été spectaculaire, et c'était l'objectif à mon avis de cette règle-là, on a douté pendant la course. Il y a eu quelques moments stratégiques intéressants, et c'était moins soporifique que l'an dernier. Bon, la barre est basse, mais l'an dernier, Leclerc y gagne, donc c'est à toi de voir. Est-ce que tu préfères un film chiant avec une bonne fin, ou est-ce que tu préfères un film un peu moins chiant avec une fin qui, dépendant entièrement de tes goûts et tes valeurs, peut être une bad ending? Le truc, c'est que je pense réellement que le double arrêt, c'est pas à essayer à Monaco, et ça aurait peut-être eu plus d'intérêt à être essayé ailleurs. Souvenez-vous, il y a pas si longtemps au Qatar, on avait eu droit à une course d'attaque non-stop parce que justement les pilotes pouvaient défourailler leurs pneus, parce que justement ils devaient s'arrêter tous les, c'était quoi, 17 tours maximum? Je sais même plus. C'est vraiment, à mon avis, un truc à essayer, je dis bien essayer, sur un circuit où tu peux doubler. Que le vrai problème sur les Grands Prix de Monaco actuellement, c'est pas la strat, c'est pas le nombre de pit stops, c'est la qualité de la course. Parce que même en admettant que le double stop mixe un peu plus l'ordre, un pilote plus rapide derrière aurait peut-être pas pu doubler un gars devant à la strat. Et ça, c'est pas spectaculaire, c'est juste chiant. Après, si ça fait que du coup, on a Bortoleto qui gagne un Grand Prix sur la Razer F1 Team sponsorisée par Casino en ligne devant Verstappen, moi je dis pas non, parce que quelque part, c'est marrant, tu vois. En plus, Bortoleto, il a un casque aux couleurs d'Ayrton. C'est son idole depuis qu'il a 15 ans. Plus d'infos Senna 15 en Google. Le vrai problème avec Monaco, c'est même pas le tracé. C'est que Monaco ne marche pas avec cette génération de voitures. Et marchait déjà pas avec la génération de voitures qu'on a eu entre 2017 et 2021. Et marchait déjà pas tant que ça avec la génération de voitures qu'on avait juste avant, entre 2014 et 2016. Je suis le premier à pas aimer Monaco. Je suis le premier à pas aimer les circuits en ville de base. Bakou me débecque. Miami prétend être autre chose qu'un circuit en ville, mais moi je vois au travers de son jeu de con là. Vegas à conduire, c'est une purge. Après, vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Y a aucun problème à ce que vous ayez une opinion contraire. Même si pour le coup, là, votre opinion est merdique. Ah ben, vous gênez pas pour me le dire, hein. Je vais pas me faire chier à un moment. Et vous savez ce que j'ai fait il y a quelques semaines de ça? J'ai regardé le e-prix de Monaco. Un event qui, je le sais, a été boudé par 70% de la populace passionnée de course automobile. Parce que, à Greux, les voitures font pas de bruit. Le bruit, c'est l'âme de la course. Et non, en fait, frérot, absolument pas. C'est une course qui était riche en dépassements, en rebondissements, et qui était définitivement fun à regarder. Et si vous voulez bien, genre, prendre 2 secondes de votre temps pour aller regarder le highlight de la course qui est disponible sur la chaîne officielle, un highlight qui est vachement moins populaire que le highlight du Grand Prix de Formule 1, qui pourtant était vachement plus soporifique, vous vous rendrez compte que, étonnamment, quand les voitures sont plus petites et qu'elles peuvent passer à 3 de front, ça peut générer effectivement quelque chose de fun. D'ailleurs, le truc marrant avec la Formule E, en tout cas avec la Gen 3 Evo telle qu'elle est maintenant, c'est que ça pèse le même poids qu'une Formule 1, c'est-à-dire 800 kg avec le pilote. Par contre, c'est vachement moins puissant, et surtout, et je pense que c'est ça le secret, c'est vachement moins aérodépendant une Formule E. Bon, il y a ça, et il y a le fait qu'elle fasse 60 cm de moins en long et 30 de moins en large. Ça aussi, ça doit jouer de ouf, tu vois. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, en fait, avec cette histoire? En fait, on peut pas avoir le beurre, se taper la crémière et être pote avec le crémier. Soit la Formule 1 va dans la direction des grosses barques de 800 kg ultra aérodépendantes, mais dans ce cas, il faut qu'on reste sur des circuits qui sont adaptés et un petit peu laisser tomber le côté fête au village glamour que sont les grands prix en ville. Soit on continue d'amener la Formule 1 en centre-ville à 3 cm des rails de sécurité et on fait cohabiter la vente de saucisses et de caviar dans les paddocks, pour que ça plaise autant aux ultra riches qu'aux gens qui habitent en ville, tu piges un peu. Mais dans ce cas, on le fait avec des voitures plus petites et moins aérodépendantes. D'autant plus que pour nous, c'est pas tellement important que les voitures passent ces courbes à 180 ou à 160. Par contre, ce serait nettement plus important pour nous si Charles Leclerc avait pu, par exemple, sur la fin de course où il était si proche de Norris, tenter un extérieur à Massonnet pour avoir l'intérieur au casino et sortir un dépassement qu'on est seulement capable de faire dans Formula One, insérer l'année en cours ici avec les dégâts désactivés. Oh, je suis sûr on peut le faire avec les dégâts activés, mais j'ai pas le temps pour ça. Moi, oh, excuse-moi, je joue pas sans les assists comme si c'était une sim parce que j'ai compris que c'était un jeu. Pardon, je suis pas top FR e-sport. Oh là là, quel scandale! Imagine que Piastri puisse passer Verstappen à Rascasse parce qu'il a une voiture plus agile. Imagine que dans le midfield, les Alpines qui ont pas grand chose à perdre essayent de se frotter aux Williams justement en lançant des dives d'enculés à la sortie du tunnel. Imagine les As et les Kicks en train de se battre roue contre roue qui essayent de passer à Sainte-Dévote. Ça, c'est intéressant. D'avoir 2 stops et une procession de 2 heures, ça l'est beaucoup moins. D'autant plus que le problème de si t'es devant au virage 1, tu gagnes la course. Pour le coup, il n'y a pas qu'à Monaco en ce moment-là. Depuis le début de la saison, le win rate pour le poleman, ou en tout cas celui qui passe le virage 1
en premier, il crève le plafond. En partie parce que les voitures sont ultra aérodépendantes et qu'elles génèrent beaucoup d'air sale, et que quand t'es dans l'air sale, parce que les pneus sont aussi sensibles, eh ben tu les uses très vite, parce que dans l'air sale, tu utilises beaucoup plus de pneus, et blablabla. On a déjà parlé de ça un paquet de fois, et que les règles 2026 sont censées, je dis bien sont censées, régler ce problème. Mais pour sûr, c'est pas à grand renfort de règles superflues. Si vous vous arrêtez 17 fois, et s'il y a une éclipse solaire, tout le monde finit la course en drift. Je veux rien savoir, on enlève les ailerons. On va régler les problèmes. Surtout si c'est pour nous mettre 50 circuits aux États-Unis qui sont tous en ville, plus un circuit à Madrid qui est en ville aussi et qui donne pas plus d'opportunités de dépassement que Barcelone. Je veux dire, à ce compte-là, vous prenez ce qu'il y a dans Gran Turismo 5 là en termes de circuits en ville, vous prenez Tokyo, même Gran Turismo 4, prenez Tokyo, prenez Séoul, prenez Seattle, prenez tout, et vous faites un calendrier avec ça, parce que tant qu'à faire, vos circuits seront en ville et ils seront pas nuls à chier, parce que ces circuits-là au moins ont été designés par des gens qui ont compris que dépasser, c'est un poil important. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Clip, suivez-moi absolument partout où ça s'affiche. On est sur Twitch, bien évidemment. Normalement, cette vidéo sort lundi ou mardi 26 ou 27 mai, ce qui veut dire que si c'est mardi, rejoignez-nous sur Twitch. Dès ce soir, on fera du F1 25, voilà, avec le Early Play Electronic Arts qui coûte trop cher, là. Sûrement en fin de semaine, d'ailleurs, après les 3 premiers jours, une vidéo première impression sur F1 25, où je vais sûrement redire exactement la même chose qu'F1 24, mais l'espoir fait vivre, on sait jamais. Sinon, on est sponsorisé par Oli Energy, ça vous êtes au courant. Les liens dans la description, le code Clippy pour 10% de réduction, ça soutient la chaîne de ouf, donc n'hésitez pas à utiliser mon code plutôt que celui de, je sais pas moi, JDG qui, je pense qu'il peut se permettre de perdre ton affiliation, tu vois. Rigole, faites ce que vous voulez de votre argent et de vos codes. On est aussi affilié SyncMesh, des fois que ça vous branche, qui fournissent des gants sim racing de qualité à la Jaune Limited Corporation et à Clippy Clip. On est signé chez Razer, un peu comme Faker, sauf que nous on gagne pas. C'est un peu le spiel de la chaîne, hein, en fait. On est vraiment en division 3 ici. Et c'est à peu près tout. C'était Clippy Clip qui va retourner fissa travailler sur les vidéos de cette semaine parce que faut pomper du contenu. Bref, c'était moi-même. Bisous. Got